Et salut à tous. Bon, bienvenue dans ce vlog numéro 13, même si je peux pas vraiment dire bienvenue dans ce vlog puisque ça ne sera pas un vlog. Je vous avais prévenu, ce format de vidéo sera un petit peu différent des autres. En fait, j'ai fait un sondage dans la semaine sur ma page Instagram pour pouvoir recueillir toutes vos questions parce que j'ai régulièrement les mêmes questions qui reviennent. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un question-réponse. Donc, il y a 20 des questions les plus pertinentes qui traitent un petit peu de tout, de la compétition principalement bien sûr, mais de l'entraînement, de la nutrition, de ma vie un peu perso, de ressenti, etc. Donc, voilà, ce sera le sujet de ce vlog. Il n'y aura pas de partie vlog justement. On est à 2 mois maintenant des compétitions, donc ça vous fait une genre de bibliothèque de réponses si jamais vous aviez des interrogations sur... Donc si jamais vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube et que vous posez la question, eh bien je m'appelle Maggie, je prépare ma première compétition en catégorie bikini, première compétition de bodybuilding. Je suis coach sportive en ligne et eh bien je partage mes expériences et ma préparation dans cette chaîne YouTube et notamment via les vidéos de vlog. Donc cette vidéo sera là pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi, sur ma préparation et sur ce que je vis en ce moment. Et allez, on commence tout de suite avec la première question. Cette question c'est: as-tu eu des craquages en sèche et sur quoi? Alors déjà, la sèche n'est pas finie, donc je vais pas trop avancer parce que il y a encore des semaines à venir, il y a même 2 mois à venir. Donc là, je vais entamer le plus dur de la sèche. Donc sans doute que j'en aurai peut-être, je vais essayer de ne pas en avoir, mais parfois c'est dur. Jusqu'à présent, en fait, mon coach a vraiment démarré, on va dire, le game quand il a commencé à me dire on arrête tout écart jusqu'à la compétition, donc je n'ai plus de repas d'écart, donc je ne peux pas m'écarter du plan alimentaire qu'il m'a donné où il n'y a quasiment rien de sucré, puisque le matin j'ai un petit peu de fruits et c'est tout en fait. Après j'ai du riz avec des légumes, du poulet, même en collation, donc j'ai vraiment rien de sucré et je me soulage beaucoup avec le café. Après les repas en fait ça me fait un effet coupe-faim et comme je mets de l'édulcorant dedans, ça me donne le côté en fait sucré et ça coupe mon envie en fait de gourmandise. Mais depuis mon dernier repas d'écart qui était le resto de l'anniversaire de mon conjoint, donc ça devait être aux alentours du 5 juillet et on est aujourd'hui je crois le 5 ou le 4 septembre, ça fait exactement 2 mois que je n'ai pas pris de repas d'écart. Le seul écart que j'ai fait de mon plan alimentaire, et je l'ai fait plusieurs fois quand j'avais envie de sucrer, je l'ai appelé le bon bol. La recette est sur ma page Insta, mais en gros c'est du fromage blanc avec de la protéine, du beurre de cacahuète, des framboises et de la galette de riz. Mais j'avais calculé pour que en fait ça soit exactement les mêmes macros que ma collation qui était prévue. Donc c'est un écart sans être trop un écart, puisque je n'ai pas mangé plus de calories que ce qu'il y avait dans mon plan alimentaire. Deuxième question: quelles sont les différentes catégories de compétition pour les femmes? Il faut savoir que d'abord, je ne suis pas une experte dans les compétitions, puisque d'une ça va être ma première, de deux c'est pas quelque chose auquel je m'intéressais beaucoup avant. Je le fais plus pour le challenge personnel en fait, donc ça m'intéresse de plus en plus, mais je ne suis pas une experte on va dire dans le sujet. Mais de ce que j'ai pu voir sur le site de la Fédération Française de Bodybuilding, il y a une catégorie donc bikini, c'est la catégorie la moins poussée musculairement parlant, sachant que suivant les fédérations, il y a des catégories encore en dessous de ça, où il faut vraiment pas être musclé, quasiment pas en fait, il faut avoir vraiment un corps de plage. Ensuite il y a la catégorie wellness, la catégorie body fitness figure et la catégorie women's physique. Sachant que au-dessus de ma catégorie, il y a la catégorie wellness qui est, on va dire, celle qui est encore accessible, on va dire, à un athlète naturel, et encore ça se fait très rare. Mais ensuite, passer la catégorie wellness, vous ne trouverez plus
d'athlète naturel, surtout chez les femmes en fait, parce qu'elles n'ont pas la capacité de se développer musculairement parlant. Donc lorsque vous voyez une fille, eh bien comme celle-ci par exemple, je sais pas si vous voyez, c'est que elle use un petit peu d'autre chose que de la protéine en poudre. Donc voilà, moi je juge pas parce que franchement c'est un sport que j'admire beaucoup, mais ça n'a pas été mon choix. Moi je préfère rester en naturel et avoir et viser une catégorie en fait qui est accessible à mon niveau. Troisième question, elle est dans l'air du temps cette question, vaccin et compétition. Système immunitaire, point d'interrogation. Enfin, il n'y a pas vraiment de phrase, mais... Alors, je suppose que la question, c'est comment tu fais avec ton système immunitaire amoindri, avec la sèche, le manque de calories et le fait de se faire vacciner. Donc, j'ai eu ma première injection de vaccin, je crois que c'était mi-août. Ça m'a un petit peu fatiguée, mais ça m'a rien fait de spécial, honnêtement. Après, à l'heure où je vous parle, ma deuxième injection est lundi, donc dans 2 jours. Je crains un petit peu plus la deuxième parce qu'apparemment, elle est un peu plus coriace. Et puis, en plus de ça, depuis la première injection, j'ai perdu encore 3 kilos. J'ai encore descendu les calories, donc ça va être un poil plus compliqué d'être en forme avec l'entraînement, etc. Mais bon, j'ajusterai si pendant une semaine je suis plus fatiguée, je ferai moins d'entraînement cette semaine. Après, je suis encore à 2 mois de la compétition, c'est pas comme si j'étais à 3 semaines de la compétition, donc ça reste gérable, on va dire. Quatrième question, as-tu peur de la blessure avec les charges lourdes et la fatigue? Alors, j'ai pas peur de la blessure parce que si on a peur, on fait rien en fait. Donc non, je m'entraîne sans me poser de questions. Après, c'est vrai que moi j'ai l'habitude en fait, quand on pratique la musculation depuis des années, on commence à avoir l'habitude de son corps, de ses douleurs. On commence à avoir l'habitude de prévenir aussi ce genre de douleur et potentiellement la blessure. Donc moi, dès qu'en fait j'ai des douleurs dans les endroits où c'est chronique, je vais voir mon ostéo, je prends du repos, j'évite de bâcler la technique. Voilà, j'ai plein d'astuces, on va dire, pour pouvoir me remettre assez rapidement de ces douleurs-là et éviter la blessure avant que ça m'arrive en fait. Après, j'ai jamais fait une sèche poussée, donc avec la sèche et les charges vont potentiellement baisser à un moment donné, ou en tout cas essayer de les garder, j'essaierai de les garder au même niveau, mais je pourrais plus progresser sur mes charges à un moment donné avec la fatigue et avec le manque de calories. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut, c'est essayer de s'écouter. Et puis, si je commence à sentir que j'ai mal quelque part, tout simplement, je vais toujours essayer de bosser ailleurs en fait. Donc voilà, non, j'ai pas peur de ça et je pense pas que ça n'arrivera. Après, je touche du bois, mais en tout cas, voilà, je fais pour m'entraîner et respecter la technique pour que ça n'arrive pas. Cinquième question, non, c'était déjà la 5e question, ratée. 6e question, peux-tu nous en dire plus sur le tatouage que tu as fait au sourcil? Oui, alors ça c'est sans doute quelqu'un qui a vu mon dernier vlog parce que je parlais du tatouage au sourcil et de mes cils d'ailleurs que j'ai fait enlever. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai fait enlever en fait mes extensions de cils pour pouvoir avoir une repousse de mes cils naturels. Désolée les garçons, là il y a 2 minutes de sujet pour les gonzesses. Et après, promis, je reviens à la préparation. Du coup, j'ai enlevé mes extensions de cils pendant un petit mois et demi pour pouvoir avoir de la repousse et ensuite reposer beaucoup de volume d'extension de cils pour justement la compétition et éviter les faux cils. Et là la question traitait des sourcils. Alors les sourcils c'est un tatouage mais pas comme les tatouages d'il y a quelques années en fait où vous pouvez voir nos tantes ou grand-mères ou avoir des tatouages vraiment très marqués noirs en sourcils. Là ça s'appelle du feathering, c'est du tatouage plume en fait, donc c'est des traits qu'elle fait, ou alors vous avez du poudré, donc ça fait un effet en fait poudré dans le sourcil. D'ailleurs moi je crois que c'est l'effet que j'avais choisi et du coup ça permet de pouvoir épaissir, donner une ligne au sourcil et que votre sourcil ressemble toujours à la même chose, parce qu'en fait on a tendance à avoir un des deux sourcils qui est toujours un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus fourni, un peu moins, et ça équilibre vraiment le regard. D'ailleurs il faut que je les fasse retoucher, donc il y a un premier tatouage qui est quand même assez cher, je crois que c'est aux alentours des 300 €, et après la retouche c'est 180 € par an. Donc voilà, suivant si le tatouage s'est beaucoup dissipé ou pas. Et il y a une retouche aussi après le premier tatouage qui est de 50 € un mois après le premier tatouage. Ça reste quand même une technique assez chère, mais si on compte tous les crayons à sourcils que vous utilisez sur le restant de votre vie, je pense que c'est rentabilisé. Parce que quand on va à Sephora et qu'on paye un crayon à sourcils 17 € ou 10 € ou 11 €, je sais plus combien c'est, mais c'est super cher le maquillage aujourd'hui. C'est quand même vite rentabilisé cette histoire. Bref,
On passe sur un tout autre sujet. Ça te fait quoi de savoir que tes adversaires seront dopés à la compétition? Alors ça, j'ai souvent cette question-là. Et en fait, je comprends pas trop pourquoi. Parce que, en fait, ça me fait rien du tout. Je m'en fiche que mes adversaires soient dopés. Moi, j'y vais et je donnerai le meilleur de moi-même. Si jamais je gagne, ben tant mieux. Si jamais je fais une place, tant mieux. Mais si jamais je fais pas, tant pis. Et en fait, j'y vais avec mes armes sans me poser de questions de ce qu'il y a à côté. Donc non, en fait, je pars pas de ce postulat-là parce que sinon, comme je vous dis, on ne fait rien. C'est comme si vous disiez, ah, je vais participer aux Jeux Olympiques à une course, mais je vais pas y aller parce que Usain Bolt va se pointer. Certes, vous êtes pratiquement sûr de ne pas gagner. Pour autant, ça veut pas dire qu'il faut pas aller chercher la place que vous méritez en fait. Alors, il y a toujours un effet de le faire pour la gagne. Sincèrement, si je fais un podium, je serais vraiment très contente. Et si je n'en fais pas, quelque part je serais déçue, même si je sais que je n'arrive pas avec les mêmes armes. Si j'ai pas de podium, je serais déçue parce que j'aurais donné le meilleur de moi-même et que j'aurais envie d'aller chercher une place. Mais en fait, moi je fais plus pour le voyage, pour le chemin, pour tout ce qui mène en fait à la compétition. Tous les entraînements difficiles, tous les moments de nutrition où on résiste. Tous ces moments-là, en fait, c'est ce qui fait que vous en apprenez plus sur vous-même. Vous allez chercher, dépasser vos limites. Voilà, c'est pas uniquement pendant ces 5 minutes sur scène, ou même pas 5 minutes, 3 minutes sur scène, que vous allez chercher ces limites-là, en fait. C'est vraiment pendant les entraînements, pendant tout ce que vous avez fait avant. Et c'est ça que je trouve le plus beau dans une compétition. C'est que, certes, la compétition, c'est la cerise sur le gâteau, mais tout le gâteau est quand même appréciable. Voilà. Pour finir sur une belle image. Et je parle de gâteau, c'est pas parce que j'ai envie de manger des sucreries, bien sûr. Prochaine question. Qu'est-ce qui est le plus dur, nutrition ou entraînement? C'est compliqué, je dirais que c'est un peu des deux, parce que l'un affecte l'autre. En fait, la nutrition, étonnamment, jusqu'à présent en tout cas, encore une fois, je mets des réserves parce qu'il me reste encore du temps avant la compétition, mais jusqu'à présent, je trouve pas la nutrition, en tout cas le fait de ne pas manger ce qui est hors de mon plan alimentaire, difficile. Parce que même s'il y a des moments où j'ai faim, j'ai pas faim sur des choses de style des gâteaux, des cookies, ou voilà. Ça m'arrive même de cuisiner pour mon conjoint des cookies ou des choses, des burgers, des choses un peu plus sympas, et j'ai pas envie de taper dedans en fait. Donc voilà, quand on est parti en fait dans ce truc là, au niveau du mental, on tient. Ce qui est dur après, c'est la fatigue que ça génère. Moi, il y a des moments où je suis fatiguée et ça, j'ai l'impression de ne plus avoir vraiment la maîtrise sur mon corps, et c'est ça le plus difficile. Donc ça, c'est vraiment lié à la nutrition et ça impacte l'entraînement. En fait, c'est causé par la nutrition et ça va impacter l'entraînement. Parce qu'après, quand je me pointe à l'entraînement et que je suis fatiguée, bonne à rien, et que je vois que mes entraînements sont pas de la même intensité qu'avant, sur certains jours, hein, pas sur tous les jours, mais en fait ça me frustre et c'est ça que je trouve difficile, parce qu'il y a vraiment des jours où c'est des montagnes russes où je me dis je vais pas y arriver, c'est sûr. Il y a des jours où à peine je me lève du canapé, j'ai des étourdissements, je suis crevée, j'ai envie de rien faire et je me force à aller à la salle, ça devient presque parfois c'est du dégoût de monter sur la machine à marche tellement j'en ai marre. Donc quand on dit ouais faut la motivation, non, la motivation elle est clairement plus du tout. Après c'est juste le mental en fait. Mais ouais, du coup c'est ça qui me frustre le plus. Et après en fait le lendemain ça peut aller très bien aller beaucoup mieux. Donc le corps a vraiment des redescentes comme ça pour dire qu'est-ce que tu es en train de me faire. Je pense que c'est des messages d'alerte du corps pour dire arrête, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Et du coup après il s'en remet et ça va mieux. Donc voilà, je pense que j'aurai de plus en plus d'alertes rouges d'ailleurs en continuant sur la sèche. C'est le manque de calories principalement, donc je dirais que c'est quand même plus lié à la nutrition, ce qu'il y a de plus difficile, mais pas sur le côté craquage en fait. Quels sont tes projets d'après-compétition? Ça c'est intéressant. Alors après la compétition, déjà j'ai un petit peu peur de l'après-compétition, dans le sens où j'ai déjà fait un marathon, j'ai déjà fait des courses, et quand on prépare un événement depuis aussi longtemps, quand on est vraiment dedans, qu'on a cet objectif, voilà, et que c'est terminé, il y a comme un genre de vide qui se crée dans le quotidien en fait. Un énorme vide parce que d'une part on trouve moins la motivation de faire tout ce qui était lié à la compétition, donc le posing ça va disparaître, l'entraînement j'irai mais plus pour les mêmes raisons, la nutrition ce sera plus aussi on va dire motivant de tenir la nutrition, donc il y a tout en fait qui n'aura plus un vrai but derrière.
ou un objectif très fort et on est un peu égaré après un événement comme ça en mode bon bah où est-ce que je vais maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que je fais. Donc je pense que après la compétition je me mettrai déjà sur les projets pro parce qu'il y a plein de choses que je mets en stand-by ou que je repousse à plus tard à cause de la préparation qui me prend énormément de temps. Donc là je m'occupe vraiment de mes clients, mais j'aimerais développer plein de projets pour mon entreprise. Donc déjà je vais être pas mal occupée là-dessus. Je pense que le juste après compète, j'aurai besoin de repos, de profiter de ma famille, de profiter de mon conjoint, de profiter des moments de partage qu'on peut pas avoir à cause de la compétition, d'aller au resto, voilà, de se faire un peu plaisir, de penser un peu plus à soi, à son bien-être. Et j'essaierai aussi c'est je vais tout faire pour, parce que avec mon passif, ce serait vraiment dangereux en fait de ne pas continuer d'être suivi. Donc je continuerai d'être suivie par mon coach pendant quelques mois après la compétition pour pouvoir faire une reverse diet et vraiment pouvoir faire les choses correctement par rapport à la reprise d'une nutrition classique et d'un entraînement classique en fait, parce qu'on ne peut pas maintenir cette vie de compétition tout le temps, mais on peut pas non plus dire au corps tu passes de cette privation là et cette vie de compétition à toute autre chose, parce que si je commence à manger ensuite n'importe quoi, à ne plus m'entraîner, le corps va tout stocker, ça va être un désastre complet. Donc c'est un protocole aussi après compétition à suivre. Faut être tout aussi strict en fait qu'avant la compétition, mais dans l'autre sens, pour pouvoir bien faire les choses. Donc voilà. Et puis après peut-être que je me remettrai sur un projet sportif, pourquoi pas. Soit les compétitions m'auront tellement plu que j'aurai envie d'en refaire une peut-être l'année d'après, ou voilà, j'en sais rien. On sait pas ce qui peut arriver. Soit voilà, je pense que j'en aurai un peu terminé avec tout ça et que j'aurai envie de basculer à autre chose, peut-être revenir à mes premiers amours de sport comme la course à pied, le trail. Ça m'empêchera pas de continuer de pratiquer de la musculation en parallèle, mais voilà, j'ai toujours rêvé aussi de faire d'autres choses, d'autres challenges comme des ultra trails, des choses comme ça. Donc peut-être que voilà, tester le crossfit, tester un autre sport, une autre discipline. J'aime le sport de manière générale, hein, pas que la musculation. Donc pour moi, ce sera pas bien difficile de trouver un autre projet sportif, on va dire. Question suivante, une autre question de curieux. Combien te rapporte ton activité d'influenceuse ? Devant ma surprise face à cette question, j'ai préféré vous diffuser ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Pour être plus sérieux, je répondrai à cette question dans 2 semaines pour vous éviter une vidéo trop longue. Donc il y aura un FAQ partie 2, ne paniquez pas, ce sera pas dimanche prochain mais dimanche d'après, et j'en profite pour vous annoncer que jusqu'à la fin de la compétition, je ferai désormais une vidéo par semaine qui sera soit sous la forme d'un vlog, soit sous la forme d'un FAQ, soit sous la forme d'une vidéo classique, je n'en sais trop rien, mais qui traitera toujours de la préparation à la compétition. Les choses vont s'accélérer désormais, on est sur la dernière ligne droite, donc je trouvais essentiel de faire une vidéo par semaine. Donc on se donne rendez-vous tous les dimanches soirs à 18h ou 19h, on va dire entre 18h et 19h. C'est pas une fourchette, c'est un râteau, c'est pas grave, je vous retrouve la semaine prochaine pour le vlog numéro 14. D'ici là, je vous dis, faites-vous plaisir. Ne lâchez rien face à la difficulté et surtout, prenez soin de vous. C'était pas du tout ça mon intro de sortie, c'est pas grave.